Bonjour à tous et bienvenue dans ce LinkedIn Live, le troisième live pour la présentation du baromètre So Wine Dynata, édition 2023. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Arnaud, bonjour Sylvain. On va donc vous présenter aujourd'hui les résultats du baromètre So Wine Dynata 2023. Je vous informe d'ores et déjà que vous pourrez retrouver tout à l'heure à partir de 13h l'ensemble des infographies que vous allez voir aujourd'hui en live sur notre site internet sowine.com. Et puis je vous informe également que les données du baromètre 2023 feront également l'objet de 4 podcasts So Wine Talks qui seront mis en ligne sur notre site internet tous les mercredis à partir de demain pendant 4 semaines avec différentes données. Alors, le baromètre So Wine Dynata, c'est la première étude sur le comportement des consommateurs de vin, de champagne, de bière et de spiritueux en France. C'est un baromètre qui existe depuis 2010, qu'on édite donc avec notre partenaire Dynata depuis 2010. Sylvain, dans quelques secondes, va vous détailler la méthodologie de cette étude barométrique. Alors, comme c'est un baromètre, l'essentiel des questions que nous posons aux Français depuis 2010 sont les mêmes, ce qui nous permet d'avoir des données comparées d'une année sur l'autre, ce qui nous permet donc évidemment d'analyser les tendances par rapport à ces tendances de consommation. Pour autant, chaque année, on injecte un certain nombre de nouvelles questions dans cette édition du baromètre. Cette année, nous avons injecté des questions concernant les choix de cépages, concernant le rapport des Français aux vins étrangers en particulier. On y reviendra tout à l'heure. Vous aurez le détail dans quelques instants. Je passe sans plus tarder la parole à Sylvain qui va nous détailler la méthodologie du baromètre. Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aussi nombreux, toujours aussi nombreux, lors de cette présentation du baromètre, édition 2023. Alors, il me revient effectivement de vous rappeler enfin la méthode selon laquelle nous procédons à cette étude, finalement une méthode inchangée, puisqu'il s'agit d'une étude en ligne, un questionnaire auto-administré en ligne, que nous avons du coup partagé à plus de 1000 Français, exactement 1032 personnes entre 18 et 65 ans. Et la représentativité de cet échantillon, qui est très important évidemment pour nous, est assurée par la méthode des quotas sur la base des critères de sexe, d'âge et de zone géographique. Voilà, la date du terrain ayant eu lieu en décembre 2022. Cette étude, comme Marie l'indiquait, c'est une étude que nous menons avec notre partenaire Dynata, fidèle partenaire depuis 2010 de ce baromètre. Alors Dynata, aujourd'hui, c'est la plus grande plateforme de données first party et d'insight au monde. Qu'est-ce que ça signifie ça, illustré par des chiffres qui vont apparaître et qui témoignent effectivement du sérieux et de la capacité à aborder ces sujets assez largement à l'international. C'est que ces panels, les panels en fait qu'on utilise sont des panels qui sont vérifiés, qui sont contrôlés, et on s'adresse vraiment à des vraies personnes avec des vraies opinions. Et encore une fois, je parlais de représentativité. C'est évidemment très important pour nous, c'est la clé de cette étude, et c'est la robustesse du coup, assurée par Dynata qui a d'assurer en fait, le sérieux des données qui sont recueillies. Et j'en profite pour vous préciser que et là aussi c'est inchangé, le mode de recueil de cette information à travers cette étude, c'est du déclaratif. Donc il ne faut pas prendre en fait évidemment ces données et ces chiffres comme chaque année, comme s'il s'agissait de parts de marché ou d'informations de sortie de caisse. Il s'agit du coup d'une démarche déclarative. Et donc finalement on est dans un baromètre, qui est plutôt un baromètre d'image ou un baromètre d'opinion. Voilà pour l'introduction. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer du coup maintenant dans le détail de certaines parties du baromètre. Et on va commencer du coup par une certaine forme de question rituelle qui est le rapport des Français globalement aux boissons alcoolisées et ce paysage du coup en version 2023. L'an dernier, ce paysage avait un petit peu défrayé la chronique puisque pour la première fois, la bière était passée devant le vin en tant que boisson préférée des Français. Arnaud, qu'en est-il cette année ? Bonjour à tous. Eh bien oui, effectivement, c'était la grande nouvelle du baromètre de l'édition 2022, le fait que la bière prenne la première position un peu dans le cœur des Français. Eh bien cette édition 2023 confirme ce point, hein. On avait utilisé l'an passé l'expression que les deux boissons étaient au coude à coude. C'est toujours le cas pour cette édition puisque 56% des Français déclarent préférer la bière.
ou placent en tout cas la bière dans leur préférence, et ils sont 55% à placer le vin dans leur préférence. Alors effectivement, précision méthodologique, pour obtenir ces données, la question que l'on pose est: quelles sont les 3 boissons alcoolisées que vous préférez consommer? Donc on est vraiment dans un indicateur de préférence. Alors cet écart ne se creuse pas particulièrement sur cette édition, il n'y a pas d'accélération, mais disons qu'il se consolide. Si on regarde en détail les chiffres, on constate entre autres que l'écart se creuse chez les 18-25 ans. Ils sont 53% à préférer la bière contre seulement 33% à préférer le vin. Donc là, on a quasiment 20 points, même plus que quasiment, on a 20 points d'écart, ce qui est assez significatif. On sait que les consommateurs, les jeunes consommateurs d'aujourd'hui seront les consommateurs demain. Également, il est important de noter que ce sont les hommes qui placent particulièrement la bière en tête, avec un écart aussi là, très significatif par rapport aux femmes. Ils sont 67% à placer la bière parmi leurs boissons préférées, contre 47% pour les femmes. Alors en revanche, c'est bien le vin qui reste la boisson alcoolisée préférée des femmes, et ça la gagne même 4 points par rapport à 2022. Alors, le vin est également la boisson de prédilection pour les revenus les plus élevés. Sur cette catégorie de revenus, on a 68% des personnes qui placent le vin dans leur préférence contre 57% seulement pour la bière. Le vin reste également champion, vraiment champion toute catégorie chez les 50-65 ans, puisqu'ils sont 68% à le préférer versus 33% pour la bière. Donc notre trio de tête reste inchangé avec la bière, le vin et le champagne. Champagne qui se porte bien, puisque l'on constate même une augmentation de 6 points par rapport à l'an passé. Alors à noter, c'est notre fun fact de cette infographie, à noter que c'est tout particulièrement à Paris et en région parisienne que la préférence pour le champagne s'affirme, avec 48% des personnes qui le placent en tête de leur préférence, contre seulement 27% par exemple dans les régions du Nord et de l'Ouest. Alors, comme l'an passé, les cocktails se placent en 4e place, en forte croissance depuis 2022, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, mais on passe de 20 à 29% des Français qui mettent les boissons type cocktail dans leur top 3 des boissons préférées. Et alors, c'est tout particulièrement vrai pour les 18-25 ans qui placent le cocktail en second, juste derrière la bière et devant les vins et les champagnes. Dans ce cas, on peut parler de véritable écart générationnel, puisqu'ils sont 48% des 18-25 ans à déclarer préférer consommer des cocktails, contre seulement 21% pour les 50-65 ans. Alors Arnaud, dans ce classement, enfin, tu viens nous présenter les quatre premiers, j'ai plus que l'impression qu'il y a du coup un nouvel arrivant en fait. Juste derrière ces 4 premiers, c'est le cidre. Qu'est-ce qui se passe avec le cidre? Oui, tout à fait, c'est un fait vraiment notable. Le cidre a une très belle croissance, on parle de plus 7 points par rapport à l'an passé, et à 22%, il s'installe solidement devant les vins effervescents autres que le champagne, et également pour la première fois devant les spiritueux consommés purs. Et là encore, l'écart est encore plus important auprès des femmes, puisqu'elles sont 26% à déclarer préférer le cidre, alors qu'elles ne sont que 11% à déclarer apprécier les spiritueux purs. Alors, un chiffre qui n'apparaît pas dans cette infographie, mais qu'on détaillera à l'occasion d'un podcast, c'est la consommation des no-low, ces fameuses boissons sans alcool ou à teneur réduite en alcool. On a 14% quand même des personnes interrogées qui le placent dans leur top 3, dans leur préférence. C'est le chiffre le plus élevé qu'on a observé depuis qu'on pose la question dans le baromètre. Alors également sur les no-low, quand même, puisqu'on en parle particulièrement maintenant, il y a 29% des personnes interrogées qui déclarent en consommer. Voilà pour les consommations d'alcool. Alors en revanche, on constate qu'il y a 15% des Français qui déclarent ne pas consommer d'alcool. Là, on s'inscrit vraiment dans une tendance douce mais continue, puisque si on regarde ce chiffre, il était à peine de 10% dans les premières éditions d'une baromètre, il y a une dizaine d'années. Là, aujourd'hui, c'est 15% des Français qui déclarent ne pas consommer d'alcool. Alors, si on regarde tout particulièrement chez les jeunes populations, les 18-25 ans, ils sont 23%, quasiment un quart, à déclarer ne pas consommer d'alcool, ce qui est le plus fort taux constaté à ce jour. Alors, ensuite, on a fait un zoom tout particulièrement sur le vin tranquille et sur les couleurs préférées au sein des vins tranquilles, donc hors vin effervescent, champagne et autres vins effervescents. L'information la plus marquante ici, c'est l'installation solide du vin blanc
comme couleur de prédilection, puisque 93% des consommateurs de vin déclarent consommer du vin blanc, contre 88% pour les vins rosés et 83% pour les vins rouges. Il y a quand même 10 points d'écart du coup entre les vins blancs et les vins rouges. Alors à noter quand même, le vin rouge n'a pas perdu de place cette année. C'est la première fois depuis un certain nombre d'années qu'il ne perd pas de place dans ce classement. Donc on peut peut-être espérer la fin d'une décrue. En ce qui concerne les contextes de consommation, lorsqu'on demande aux consommateurs de vin avec qui ils en consomment, on constate que c'est principalement en famille. Donc ce contexte traditionnel, familial, reste le contexte de consommation principal et tout particulièrement pour le vin rouge. En revanche, on constate qu'au sein du deuxième contexte de consommation, qui est le contexte de consommation entre amis, c'est le rosé qui prédomine. En termes d'instant de consommation, c'est toujours le repas qui est l'instant préféré pour consommer du vin, et ce pour les 3 couleurs. C'est vrai pour les 3 couleurs, mais alors pour le vin rouge, c'est 75% des consommateurs de vin rouge qui placent ce contexte, le repas, en tête. En seconde position, on va trouver l'apéritif. Et là, ce sont les vins blancs et rosés qui sont privilégiés à l'apéritif. Et c'est également le cas pour le troisième contexte de consommation, qui sont les soirées. Ce sont toujours les vins blancs et les vins rosés qui sont privilégiés. Alors, on a été surpris par un élément, c'est que les consommateurs de vins rouges passent la consommation en soirée légèrement devant la consommation à l'occasion de l'apéritif. Et finalement, ce n'est que 11% des consommateurs de vins rouges qui déclarent l'apprécier à l'apéritif. Ensuite, comme chaque année, on a été scruter le niveau de connaissance des Français. On leur a demandé quel était leur niveau de connaissance. Alors, on ne leur a pas fait faire de tests particulièrement, c'est du déclaratif. Mais il y a très peu de changements par rapport à l'année passée. On a 4%, donc une petite minorité qui se déclare expert. Et on a, alors pour la première fois à niveau parfaitement équivalent, 48% d'amateurs éclairés et 48% de néophytes, complètement à équivalence. Et alors dans cette nouvelle édition, comme l'annonçait Marie, pour la première fois on a examiné les choix de cépages. Quels sont les cépages que privilégient les Français lorsqu'ils choisissent un vin? Eh bien le cépage préféré des Français est d'assez loin le chardonnay, un cépage donc blanc. Nous allons ensuite retrouver 3 cépages noirs, enfin cépages avec lesquels on fait du vin rouge. Au coude à coude, on retrouve le merlot et le pinot noir à 27%, puis le cabernet sauvignon à 24%. On va retrouver en 5e position et donc en 2e position des cépages blancs, le Riesling. Alors c'est intéressant d'observer que c'est un cépage qui est produit quasiment exclusivement dans une seule région, l'Alsace, qui est en 2e cépage blanc préféré des Français. Et en 3e position, on va retrouver le Sauvignon blanc. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails que vous avez sur la droite de l'infographie, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des différences, entre autres entre les genres sur les préférences de cépages, mais qui ne sont pas si marquées que ça. Là où on trouve une différence vraiment marquée, c'est sur la différence de niveau de connaissance. En effet, et s'il fallait retenir qu'un exemple frappant, par exemple, 28% des experts en vin déclarent préférer la Syrah, et ils ne sont que 7% à déclarer préférer ce cépage chez les néophytes. Donc là, un vrai delta en fonction des connaissances. Voici pour les connaissances, les préférences des Français. Alors Marie, comment se comporte notre consommateur de vin par rapport à tout ça? Alors, ce qui est certain, c'est que s'il y a une tendance qui se confirme encore cette année, c'est celle du consommer moins mais mieux. C'est une tendance qui se confirme depuis plusieurs années déjà. Alors, on consomme moins mais mieux, ça veut dire qu'on va consommer probablement moins souvent, mais quand on choisit d'acheter une bouteille de vin, on est prêt à mettre un peu plus cher pour acheter cette bouteille. Donc, on va peut-être pas consommer tous les jours de la semaine, plutôt le week-end, plutôt le samedi, mais mettre un prix plus important. À quoi est-ce qu'on voit ça? Ça se traduit dans les chiffres du baromètre à plusieurs informations. D'abord, la part des acheteurs occasionnels, c'est la part des acheteurs qui augmente le plus. On a 35% des Français qui sont des acheteurs occasionnels et c'est une hausse de 4 points par rapport à 2022. A contrario, on a 31% d'acheteurs réguliers qui est une part qui diminue, qui a perdu 3 points par rapport à l'an dernier. Les non-acheteurs de vin sont dans 16%. Ils peuvent être non-acheteurs mais consommateurs, donc on les a quand même comptés ici. Ça diminue un tout petit peu d'un point. Et puis les grands acheteurs, la part reste stable. Donc finalement, ce qui augmente le plus, ce sont les achats occasionnels versus les achats réguliers de vin.
En revanche, si on regarde le prix qui est mis dans l'achat d'une bouteille de vin, dans l'ensemble, ce sont des chiffres qui restent stables par rapport à l'an dernier. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la grande majorité des Français sont prêts à mettre plus cher pour acheter une bouteille de vin, donc plus que 11 € pour la grande majorité d'entre eux. Pour être dans le détail, ils sont 55% à déclarer être prêts à mettre entre 11 et 20 € pour acheter leur bouteille de vin. C'est un point de moins que 2022. Mais ils sont 24% à déclarer mettre plus de 20 €. Ça, c'est plus un point. Et puis la part des Français qui mettent entre 5 et 10 €, c'est également, donc ils sont 19%, c'est également plus un point. Et ceux qui mettent moins de 5 € finalement sont très peu nombreux puisqu'ils ne représentent que 2% des Français. Donc on consomme moins mais mieux. Et pour autant, ce qui est intéressant, c'est que le prix devient le premier critère d'achat de vin devant la région d'origine, devant l'appellation. Donc le prix, c'est 49% des déclarations, une hausse qui est importante puisque c'est une hausse de 5 points par rapport à 2022. La région d'origine arrive ensuite à 43%, moins 3 points, et l'appellation à 26%, plus 3 points. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre un tout petit peu plus dans le détail des critères de sélection d'une bouteille de vin, la notion de millésime, c'est une réponse qui est donnée à 22% par les 50-65 ans, à la 5e place, donc dans ce critère d'achat du vin, alors que la moyenne pour les autres générations, c'est 16%. Ce qui est certain, c'est que plus on est connaisseur en vin, plus on est prêt à mettre le prix, et peut-être que la notion de millésime est une notion un tout petit peu plus élaborée pour la moyenne des personnes qui achètent des vins en France. Voilà, donc ça c'est pour la partie consommation, on consomme moins mais mieux. Maintenant on s'est aussi intéressé aux régions d'origine des vins préférés des Français. Donc quand on leur pose la question de leur région préférée, des régions sur lesquelles ils préfèrent consommer du vin, on observe la même chose que depuis plusieurs années, un trio de tête qui est inchangé globalement. Alors dans le détail de l'infographie, on va y revenir dans quelques secondes, on détaille ça par niveau d'expertise, mais globalement on a un trio de tête qui est le même, qui est toujours Bordeaux, Bourgogne et la Champagne. Un tout petit changement cette année avec la Champagne qui passe devant la Bourgogne pour ce qui est des néophytes, avec 25% de déclarants, une hausse de 3%, là où la Bourgogne perd 1% à ce niveau-là. Mais donc toujours ce trio de tête qui pour l'instant est indéboulonnable, Bordeaux, Bourgogne, Champagne. On va remarquer également sur cette infographie avec le détail par connaissance que le Rhône et la Provence sont également bien placés. La Provence retrouve globalement sa 4e place qu'elle avait perdue l'année dernière. Le Rhône est au coude à coude avec la Provence, en particulier chez les amateurs éclairés. Et puis on remarque une région Alsace. Alors ça a peut-être à voir avec le décryptage que donnait Arnaud il y a quelques secondes sur le Riesling, mais l'Alsace qui maintient sa place de 4e chez les néophytes à 19%. Et puis une très belle entrée de la région Beaujolais qui arrive chez les connaisseurs et les experts en 5e position à 14%, une hausse de 7 points, ce qui est évidemment très important. Je reviens juste sur le Beaujolais pour le fun fact. Le Beaujolais, c'est la 3e appellation qui est la plus achetée via une application mobile à 24%, juste derrière Bordeaux à 36% et la Champagne à 29%. Ça, c'était pour les régions françaises. On s'est évidemment aussi intéressé aux régions étrangères, aux pays étrangers, aux Français consommateurs de vins étrangers. Donc, on leur a posé la question, et c'est une nouvelle question qu'on leur pose cette année, de savoir s'ils consomment des vins étrangers. Et la réponse est plutôt oui, puisqu'on a 70% des consommateurs de vins qui déclarent consommer des vins étrangers. Et on leur a posé la question, je vais y revenir dans quelques secondes, des pays d'origine des vins étrangers qu'ils consomment. Alors quand on fait le cumul des pays d'origine, on a 71% des réponses qui concernent des vins européens, 29% des réponses qui concernent des vins non européens. Pour ce qui est des vins européens, le vin qui arrive en tête, c'est l'Italie, avec 28%, puis l'Espagne avec 21%, puis le Portugal. Ça, c'est le trio de tête globalement. Et les 3 vins suivants, ce sont 3 vins du Nouveau Monde qui sont le Chili, puis l'Afrique du Sud au coude à coude avec les États-Unis et avec l'Argentine. Donc on se rend compte que les Français sont amateurs de vins étrangers. Ils sont amateurs de vins étrangers pour plusieurs raisons. La première raison qui est évoquée, c'est le fait de vouloir essayer de nouvelles choses à 43%. La deuxième raison, c'est le goût. Donc, on est vraiment sur une dimension de curiosité, 43% également. Et puis, à 17%, troisième raison évoquée, le fait de prolonger l'expérience des vacances, sachant que c'est évidemment un chiffre qui est important, mais qui est le même que celui du prix. Et là, pour le coup, c'est un peu surprenant, puisque ce prix n'est donc visiblement pas un des critères prioritaires pour acheter une bouteille de vin étranger, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est le premier critère lorsqu'on fait son choix pour acheter une bouteille de vin en France, français.
Voilà. Et puis ensuite, on leur a aussi posé la question, pour entrer un peu dans le détail, des lieux de consommation privilégiés. À 50%, les consommateurs de vins étrangers en consomment à la maison, à 43% au restaurant, et puis évidemment, sans surprise, à 26% en voyage. À noter, pour l'anecdote, que 21% des 18-25 ans consomment du vin portugais, donc c'est la 3e place pour les 18-25 ans, c'est également la 3e place globalement, mais en revanche, la moyenne des autres générations le déclare uniquement à 12%. Voilà pour les vins étrangers. Alors, vins étrangers peut vouloir dire labels environnementaux, mais c'est quelque chose qui concerne aussi beaucoup les vins français. En tout cas, c'est une question qu'on a injectée dans le baromètre il y a très peu d'années, il y a 3 ou 4 ans maintenant, mais qu'on continue de poser, à savoir, est-ce que les labels environnementaux vous intéressent? Et la réponse est oui, les labels environnementaux ont la cote auprès des Français, puisque 55% des acheteurs prennent le temps de regarder si une bouteille de vin affiche une certification environnementale au moment de l'achat. Et ça, c'est un chiffre qui est en hausse de 2 points par rapport à 2022. Donc là, pareil, on voit une évolution qui est douce, mais une évolution qui s'affirme d'année en année. Et ce qui est particulièrement intéressant à noter ici, c'est que c'est un chiffre qui est une tendance qui est extrêmement forte chez les jeunes générations, puisque ce 55% global se transforme en 67% pour les 18-25 ans. Et c'est une hausse de 9 points. Donc c'est vraiment un critère important pour les 18-25 ans. Et c'est un 65% chez les 26-35 ans, avec une hausse de 2 points. Donc définitivement, les labels environnementaux sont importants pour le consommateur de vin. Quand on lui pose la question de savoir quels sont les labels qu'il connaît ou qu'il reconnaît, alors dans le questionnaire, on leur envoie le questionnaire avec les labels, les logos qui sont visibles. Donc c'est vraiment de la notoriété sur la base du logo tel qu'il le voit. Sans surprise, le logo AB est le logo qui est le plus facilement reconnu, puisque 86% des consommateurs le citent. Viennent ensuite 2 autres labels qui sont les mêmes que l'année dernière. Vigneron engagé à 36%, chiffre équivalent à celui de l'an dernier, et le label HVE, haute valeur environnementale, à 34%, qui gagne 5 points par rapport à l'année dernière. Terravitis étant le 4e à 25%. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a 95% des grands acheteurs de vin sur Internet qui regardent toujours ou presque toujours si un vin affiche une certification environnementale avant de l'acheter. Et qu'en revanche, ce qui est intéressant, et c'est une donnée qui n'est pas sur le baromètre, enfin sur l'infographie qui est ici, c'est que les vins avec labels environnementaux sont achetés majoritairement en grande distribution et très peu sur Internet, à 15% seulement. Est-ce que ça, c'est une donnée qu'on retrouve pour l'ensemble des vins et des acheteurs de vin en France, Sylvain ? Alors Marie, je pense que là, tu me lances du coup sur une des questions rituelles du baromètre, qui est l'achat de vin en ligne. C'est une des informations en fait qu'on voulait déjà explorer à l'époque, en 2010, c'est qu'on a suivi depuis 2010 avec une progression constante. Il faut se rappeler qu'en 2011, on avait simplement 10% d'acheteurs de vin en ligne. Et en fait, cette dynamique sur l'achat en ligne, elle a connu une forte progression. On avait beaucoup parlé post-Covid en 2021, puisqu'elle avait franchi du coup un certain palier. On était passé de 31% à 46%, plus 15 points en 2021. Donc une progression vraiment très très forte. Et on avait pu mesurer, en l'occurrence l'an dernier, que sur cette base de 46%, il y avait un petit fléchissement qui s'était produit à 41% en 2022 en termes d'achat en ligne, une forme de retour à la normalité, le fait de peut-être privilégier aussi les points de vente en physique par rapport au digital. Donc c'était une des grosses questions de l'année, de savoir en fait quelle serait la tendance en 2023 quant à l'achat de vin sur Internet. Eh bien, c'est légèrement en décroissance. Ça continue un petit peu de fléchir, puisqu'on a 38% en 2023 d'acheteurs de vin en ligne. Donc 7 points, toujours devant les 31% de 2019. Donc on reste du coup sur un plateau qui a été franchi, mais plutôt une tendance décroissante de moins 3 points cette année. Alors, bien entendu, derrière ces 38% d'acheteurs en ligne, il y a une disparité, notamment en termes de fréquence. C'est toujours quelque chose qu'on examine avec beaucoup d'attention. Comment est-ce que ça se construit, ces acheteurs en ligne? Et en l'occurrence, on constate que s'agissant de la fréquence, il y a là aussi une petite décroissance, puisque nos acheteurs réguliers, ceux qui achètent une à plusieurs fois par semaine,
représente dans les 38%, 10% aujourd'hui d'acheteurs en ligne, moins 3 points. Là où les acheteurs réguliers, une à plusieurs fois par mois, ou les acheteurs occasionnels, une à plusieurs fois par an, restent stables respectivement à 10 et 18%. Donc un peu moins d'acheteurs en ligne et un peu moins de fréquence dans l'achat. Alors ça, c'est en moyenne, mais il y a autre chose qui est vraiment très intéressant là à examiner, c'est le rapport aux classes d'âge. On voit qu'il y a vraiment une forte disparité de comportement selon sa classe d'âge, s'agissant de l'achat de vin sur Internet, puisque les 18-25 ans, au total, sont 58% contre 38% à la moyenne, 20 points supplémentaires à se déclarer acheteurs et dans des proportions importantes, y compris en termes de fréquence, puisqu'on a 18% d'acheteurs très réguliers, on a plusieurs fois par semaine, 22% d'acheteurs qui se placent du coup une à plusieurs fois par mois. Donc les 18-25 ans sont vraiment des acheteurs en ligne qui s'inscrivent là vraiment dans une forme de commodité et de fréquence soutenue. Si on regarde le segment 26-35 ans, eh bien, on a 49% d'acheteurs en ligne. Donc là encore, presque une personne sur deux dans cette tranche d'âge qui ont déjà acheté en ligne. Et ça place du coup le segment des grands acheteurs presque comme les 18-25 ans, là à 17%. Donc des fréquences qui restent vraiment, vraiment soutenues. C'est plutôt sur les classes d'âge à plus de 36 ans qu'on voit certaines disparités. En l'occurrence, le segment 36-49 est plutôt dans la moyenne, puisqu'on a quand même 40% d'acheteurs en ligne. Donc c'est véritablement le segment 50-65 ans qui fait chuter cette moyenne, avec très peu d'acheteurs réguliers, beaucoup d'acheteurs occasionnels pour une part de voix en termes d'achat en ligne de 24% seulement. Donc vraiment intéressant de mettre en perspective ces dynamiques sur les chiffres en moyenne par les classes d'âge, puisqu'on voit qu'en partie, l'avenir de la vente de vin en ligne se place du coup dans le segment des plus jeunes. S'agissant du coup des budgets alloués à l'achat de bouteilles en ligne, en rebond Marie sur ton commentaire globalement sur le prix du vin, la tendance de l'achat mieux valorisé se confirme également dans l'achat de bouteilles en ligne, puisque le segment majoritaire qui progresse, c'est le segment 11-20 € à 47%. Le segment de plus de 20 € à 24%, donc on voit que très très largement le poids du corps, il est du coup sur des bouteilles à plus de 11 €. Et une part du coup qui décroît dans la tranche de prix de 5 à 10 € à 26%. Là aussi, intéressant de noter, s'agissant des plus jeunes, les 18-25 ans, qui sont 36% à déclarer dépenser plus de 20 € dans la bouteille, contre 24% en moyenne. Donc de nouveau, en fait, par-delà en fait, le fait qu'ils achètent plus régulièrement, un comportement chez les plus jeunes qui est du coup un petit peu différent de la moyenne et qui tend à mieux valoriser le prix à la bouteille. S'agissant des sites, des canaux privilégiés pour acheter le vin en ligne, là c'est intéressant en fait là aussi de se placer finalement dans une perspective sur ces 10 dernières années. Parce qu'il y avait des modèles en fait il y a quelques années qui prévalaient, notamment la vente de vin sur les sites de producteurs, et on voit en fait que ces chiffres avec le temps ont tendance plutôt en fait à se rapprocher les uns des autres, sans qu'aucun modèle en fait finalement prenne très largement le devant, le dessus par rapport aux autres. Si on rentre dans le détail, ça reste la grande distribution à 32%, moins 1 point, qui reste du coup le premier canal, devant les sites internet de producteurs à 27%, moins 3 points, devant les sites internet de cavistes à 26%, plus 1 point, les sites internet de vente privée à 21%, plus 2 points, et les sites e-commerce à 20%, moins 2 points. Donc on voit qu'on est vraiment dans des proximités qui sont assez fortes, et il est probable, en l'occurrence, que les acheteurs de vin en ligne n'aient pas forcément peut-être un modèle de prédilection, mais soient en fait des shoppers au sein de ces différents canaux d'acquisition de vin en ligne. S'agissant des critères d'achat privilégiés par les Français,
eh bien, la sensibilité prix, qu'elle puisse être au bénéfice de bouteilles plus chères, mieux valorisées, reste du coup dans les critères d'achat de vin en ligne en 2023. Cette sensibilité, le prix, les deux premiers critères, à 35%, donc le prix attractif et les offres promotionnelles, et à 31%, les frais de livraison. Ces deux items, ces deux éléments, ces deux critères ont toujours été les deux premiers critères. Donc la sensibilité prix continue de prévaloir dans le modèle de la vente en ligne, du e-commerce, du vin. La qualité de l'information et l'avis d'experts et de critiques, enfin la capacité du coup à choisir en étant bien informé par le contenu du site, c'est 27%. Derrière ces critères prix viennent ensuite des éléments qui sont plus fonctionnels, 26% la sécurité du paiement, 20% les délais et conditions de livraison. Donc des critères d'achat qui restent identiques en termes d'ordonnancement par rapport aux années précédentes. Et pour finir, les freins à l'achat restent également en fait les mêmes. À 28%, le premier critère, c'est la peur de la casse à la livraison, qui décroît de 4 points. Donc c'est quelque chose qui du coup peut-être par rapport à certaines idées reçues progresse, mais qui continue à être un peu le point de douleur, la difficulté en fait en capacité à transformer pour les acheteurs. Et de nouveau en fait la sensibilité prix, mais cette fois à 24%. Dans la crainte d'avoir des frais de port trop onéreux, frais de port à rapporter du coup au nombre de bouteilles dans un panier moyen qui se place entre 3 et 6 bouteilles principalement en termes d'achat en ligne. Et puis reste encore bien à 27% du coup le fait que les Français n'y aient pas encore pensé. Donc manifestement, il y a encore une marge de progression du coup pour éduquer les Français quant à l'intérêt potentiel de l'achat de vin en ligne. Voilà pour le paysage du e-commerce. Je propose maintenant qu'on aborde un autre contenu important du baromètre qui était vraiment dans les sources d'information, de prescription, quelque chose de constant au sein du baromètre, qui est du coup le sujet des réseaux sociaux, des plateformes sociales et leur dynamique. Alors, la dynamique des plateformes sociales, elle reste fortement soutenue en termes de consommation. On voit peu d'éléments de décroissance. La première plateforme toujours en tête, c'est YouTube avec 83%, devant Facebook à 81%, suivi d'Instagram à 60%. Donc le trio de tête reste inchangé sur les usages en termes de taux de pénétration de ces plateformes auprès des Français. Alors évidemment, ce qui est très intéressant et ce qu'on étudie avec attention, c'est par-delà le fait d'avoir un compte, de se déclarer utilisateur, c'est des éléments qui sont liés à la fréquence, à la capacité du coup pour ces plateformes à engager des utilisateurs quotidiens. Et là du coup, si on examine ces chiffres, c'est Facebook qui conserve en fait sa première position, puisque Facebook a toujours 50%, à peu près 50% en tout cas cette année, d'utilisateurs, moins un point, donc d'utilisateurs quotidiens qui vont chaque jour en fait sur la plateforme, devant YouTube à 35%, ex-aequo avec Instagram à 35%. Et si on examine du coup les dynamiques là cette fois, en termes de capacité du coup à recruter et à développer ces bases d'utilisateurs engagés, d'utilisateurs quotidiens, eh bien on voit que c'est Instagram en 2023 qui est du coup la plateforme la plus dynamique, puisqu'elle gagne 6 points, elle a une capacité encore à venir recruter des utilisateurs au quotidien. Donc vraiment une bonne forme pour Instagram, mais qui est du coup talonnée, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, par TikTok, qui du coup se place aujourd'hui avec un taux de pénétration de 40%, 40% d'utilisateurs, dont 19% d'utilisateurs quotidiens, plus de points sur TikTok. Donc TikTok et Instagram qui sont du coup les deux plateformes qui réellement progressent et qui du coup se placent eh bien dans une logique assez soutenue du point de vue de la capacité à engager. S'il s'agissait du coup d'évoquer les chiffres de Snapchat, on a 45% d'utilisateurs, dont 22% d'utilisateurs quotidiens. Twitter, 17% d'utilisateurs quotidiens sur 43%
de taux de pénétration, et LinkedIn, qui continue de progresser, mais qui engage du coup des utilisateurs principalement quotidiens, 43% d'utilisateurs. Donc ça, c'est pour dresser le paysage des réseaux sociaux et du rapport des Français avec les réseaux sociaux. La raison pour laquelle ils suivent, effectivement, ils s'engagent derrière en suivant ces plateformes, c'est également en lien avec les influenceurs, la capacité du coup à s'inscrire du coup dans une démarche de suivi de comptes d'influenceurs. Et là, si on examine du coup le duo de tête dans la capacité des plateformes effectivement à proposer des comptes d'influenceurs qui vont être suivis par les Français, les deux premières, eh bien, c'est TikTok devant Instagram. TikTok 64% devant Instagram 62%. Donc ce sont les deux plateformes aujourd'hui qui sont les plus courues, suivies, utilisées par les Français pour s'engager auprès de comptes d'influenceurs. Et du coup, au service de quel thème ou de quelle thématique, eh bien, les trois principales thématiques suivies par les Français sur les comptes d'influenceurs, c'est des sujets qui sont évidemment assez récréatifs sur le divertissement. Le premier, c'est la musique à 38%, le voyage à 36% et le sport et loisirs à 35%. La gastronomie se place juste en 4e position à 33%, donc c'est un fait notable, hein, puisque quand on parle évidemment de gastronomie, les vins et spiritueux ne sont jamais très loin. Et s'agissant du coup des vins et spiritueux spécifiquement, eh bien, ils se placent à 23%. C'est presque un Français sur 5 qui est engagé sur des comptes d'influenceurs qui les suivent du coup sur cette thématique, et on gagne 2 points en 2023. S'agissant du coup de cette démarche à suivre les influenceurs, on étudie également du coup la manière dont ces conseils, dont cet engagement profite, et si du coup l'importance que les Français peuvent accorder à ces conseils évolue avec le temps. En l'occurrence, en moyenne, ça évolue très peu, de moins 1 point. Il y a 48% des Français qui déclarent accorder une grande importance à leurs conseils. Donc un Français sur 2. Mais si on regarde ça un petit peu dans le détail sur des logiques de classe d'âge, en fait, ce que révèle l'étude cette année, c'est que les plus âgés, en tout cas les plus de 36 ans, ont plutôt tendance à accorder un peu moins leur confiance, là où ça progresse auprès des plus jeunes, jusqu'à 59% pour les 26-35 ans, plus de points en 2023. Donc, importance accordée au conseil, hein, mais la question qui se pose derrière, c'est la capacité véritablement à transformer l'essai et à transformer du coup cet engagement en achat concret. En l'occurrence, on a 18% des Français qui suivent des comptes d'influenceurs vins qui nous disent avoir déjà acheté un vin recommandé par cet influenceur, donc presque là 1 sur 5 de nouveau. Et de nouveau, on voit effectivement une disparité de comportement, 34% chez les 18-25 ans, 30% chez les 26-35 ans. Et plus on est engagé dans la catégorie, plus on accorde du coup de l'importance jusqu'à la transformation, puisqu'on a 46% des grands acheteurs de vins qui ont déjà acheté du coup des vins recommandés, et 69% des grands acheteurs sur Internet, avec une progression de plus 3 points. S'agissant par-delà l'influence, la capacité des plateformes du coup, à engager leur communauté sur le thème des vins et spiritueux, si on examine là du coup ces éléments en fait, par plateforme, ce qu'on retrouve, c'est le même classement que pour les influenceurs, c'est de nouveau en tête TikTok à 32%, devant Instagram à 27%. Donc ça, c'est un phénomène assez notable, parce qu'on voit que par-delà la capacité de la plateforme à développer des utilisateurs quotidiens engagés, elle se place du coup en première place sur le thème cette année du coup des vins et spiritueux devant les autres plateformes. Voilà du coup une revue de détail sur le thème du digital. Je vous propose du coup d'enchaîner sur un autre de nos thèmes favoris, le rapport des Français avec les spiritueux. Alors cette année, l'intérêt pour les spiritueux
se place du coup à 40%. 40% des Français déclarent s'intéresser à cet univers. C'est du coup un rapport qui est un petit peu genré du point de vue de l'intérêt plus marqué des hommes envers la catégorie à 49% devant les femmes à 32%. Du point de vue de la connaissance, de nouveau, cette année, la part des néophytes reste la proportion la plus importante à 64%. Elle progresse même de 3 points devant les amateurs éclairés avec 34%. Donc l'intérêt pour les spiritueux se place du coup dans quelque chose qui reste sur une posture de découvreur, puisqu'on a une part très importante de néophytes. Donc ça, c'est le contexte global de l'intérêt et du rapport à la connaissance sur les spiritueux. Maintenant, faisons un focus du coup sur les types de spiritueux privilégiés par les Français. Et là, ce qu'on relève cette année, et c'est un point qui se confirme par rapport aux années précédentes, c'est l'embellie du rhum. Le rhum continue encore en 2023 sa bonne dynamique, et en l'occurrence elle vient se positionner, la catégorie rhum, à 81% comme spiritueux préféré des Français, et continue de gagner 1 point devant les whiskies à 68% qui décroissent de 9 points, la vodka à 63%, les liqueurs à 63%, la tequila devant le gin à 51%, 50% pour le gin. Alors ce que relève du coup cette information, et notamment la primauté du rhum par rapport au whisky, il faut le mettre vraiment en perspective, là aussi par rapport à des logiques de fréquence et de régularité. Puisque la particularité de la catégorie des rhums, c'est d'engager particulièrement des consommateurs occasionnels. La part des 81%, on a 44% qui est vraiment sur une base occasionnelle, une à plusieurs fois par an, contre 25% pour le whisky. Donc point vraiment notable, le whisky conserve très largement sa place de spiritueux préféré des Français sur une logique de régularité et de capacité là aussi à avoir des consommateurs réguliers. On a du coup au total 19% de grands consommateurs de whisky, une à plusieurs fois par semaine, contre 13% pour le rhum, et 25% du coup de consommateurs une à plusieurs fois par mois, contre 24% pour le rhum. Donc la part des réguliers sur le whisky reste très largement plus importante que pour le rhum. S'agissant des moments de consommation privilégiés, eh bien on reste du coup pour les spiritueux sur du coup une préférence à l'apéritif à 38%, devant le moment et le thème des soirées qui progressent de 3 points à 36%, le temps fort des digestifs à 15%, plutôt privilégié par les 50-65 ans, et le repas qui progresse de 2 points à 9%. Donc voilà pour les spiritueux. Quand on parle évidemment de spiritueux, la mixologie n'est pas très loin. Il y a évidemment des liens qui se font assez naturellement, on va y revenir. Et s'agissant du coup bien de l'intérêt des Français pour la mixologie qu'on définit en posant cette question par l'art de la création de cocktails, et ben c'est un sujet qui intéresse les Français à 35%. Et cette tendance, eh bien, elle est encore plus marquée, encore plus forte chez les femmes, à 40% contre 30% pour les hommes. Donc vous voyez tout à l'heure le rapport aux spiritueux qui s'inverse quand on parle de finalement spiritueux dans un contexte cocktail, ou plus exactement de cocktail au sens large, quelle que soit leur base alcool. C'est un chiffre qui est encore plus fort pour les 18-25 ans, puisqu'on a 50% de 18-25 ans contre 35% en moyenne, là où on a 22% sur la classe d'âge des 50-65 ans. Et c'est également du coup une tendance qui est plus forte pour les habitants d'Île-de-France, les franciliens, à 46% contre 35% en moyenne. Donc les cocktails, c'est un mode de consommation qui séduit. 65% des Français en consomment, et ils sont même 77% d'entre eux à nous dire en préparer eux-mêmes à la maison. Donc c'est effectivement un fait notable. La bonne dynamique effectivement des bars à cocktails et de la mixologie on-trade en CHR se traduit aussi par une bonne capacité des Français à vouloir reproduire le geste finalement chez eux, avec certaines disparités là aussi en termes
en termes de genre, 80% pour les hommes, 74% pour les femmes. Et ça, du coup, dans un mode d'élaboration qui vient bien toujours privilégier le rhum, puisque c'est le rhum qui conserve sa première place en termes de base alcool pour les cocktails à 57% en progression, devant la vodka à 34% et le whisky qui conserve sa belle troisième place à 27%, moins 1 point. S'agissant des sources d'information, la manière en fait dont les Français, quand il s'agit pour eux d'élaborer des cocktails, de reproduire potentiellement des cocktails à la maison, quelles sont leurs sources d'information? Eh bien, la première source d'information, c'est les livres de recettes, juste devant à 31%, les sites web à 30%, suivi par les vidéos en ligne à 21%, plus 4 points, ex aequo avec les réseaux sociaux à 21%, plus 1 point. Et ça, du coup, devant nos cartes de cocktails des bars et restaurants. Voilà pour le paysage du coup cocktail et le rapport des Français avec la mixologie. Donc les spiritueux et la mixologie nous tient à cœur, mais la bière également, Arnaud. Que faut-il penser des dynamiques en 2023 sur la bière ? Eh bien, on va regarder ça dans le détail, parce qu'effectivement, ça fait 2 ans maintenant qu'on examine de près cette catégorie, la catégorie bière. Alors, dans un premier temps, déjà, comme pour le vin, on a cherché à comprendre comment se positionnent les consommateurs en termes de connaissances. On va retrouver un peu plus de personnes qui se déclarent experts par rapport à l'univers du vin, puisqu'ils sont 7% à se déclarer experts. Mais la vraie différence avec l'univers du vin, c'est que la majorité, 55%, une grande majorité de 55%, se déclarent néophytes, contre 37% d'amateurs. Alors, on a observé, c'est assez marrant, que c'est à peu près les chiffres qu'on observait dans le monde du vin il y a une bonne dizaine d'années. Donc, c'est intéressant aussi de voir que ce sont des chiffres qui évoluent. Alors, très concrètement, on a demandé aux consommateurs de bière si oui ou non ils consommaient chacune de ces catégories. Et donc, ce que l'on voit, c'est que c'est un plébiscite pour la bière blonde, puisque 97% des consommateurs de bière déclarent l'apprécier et en consommer. En deuxième position, on trouve la bière blanche. Fait intéressant pour la bière blanche, c'est la seule bière qui est préférée par les femmes versus les hommes de tout ce classement. Ensuite, on va retrouver la bière ambrée à 76%, la bière brune à 72% et l'IPA à 46%. Alors, c'est intéressant d'observer aussi que l'IPA, c'est quand même on va considérer que c'est plutôt une nouvelle catégorie. Ça fait 5 ans qu'on la voit vraiment dans le paysage. Elle est déjà à 46% de gens qui déclarent en consommer. On a également voulu savoir, par curiosité, quel était le nombre de personnes qui consommaient de la bière sour, ces fameuses bières acides, les gueuses, les lambics. Et là, on a quand même 32% des consommateurs curieux qui s'intéressent à cette catégorie. Si on regarde les instants de consommation, on va avoir 44% des personnes qui déclarent consommer la bière plutôt dans un cercle amical, contre 41% dans un cercle familial. Alors là, c'est intéressant parce qu'on inverse un peu par rapport au monde du vin. Mais surtout, le chiffre qu'il faut observer, c'est que 14% des consommateurs de bière déclarent en consommer seuls. Et là, c'est un vrai delta, parce qu'on est quasiment du simple au double par rapport au monde du vin. On n'a que 7% des consommateurs de vin qui déclarent consommer du vin seul. Et ils ne sont même que 4% de consommateurs de champagne à déclarer consommer du champagne seul. Donc voilà, le point important là-dessus, c'est vraiment que la bière est un produit qu'on s'autorise plus à consommer seul. Si on regarde les catégories de bières que le consommateur préfère, eh bien, la première catégorie, ce sont les bières locales à 60%, suivies par les bières importées à 51%, les bières craft ou artisanales à 46% et en quatrième position, les bières industrielles à 41%. Pour conclure sur cette catégorie bière, et c'est quelque chose qu'on avait déjà dit au début, donc je vais passer vite dessus, mais c'est quand même vraiment une catégorie qui est portée en termes de préférence par les hommes. On l'avait dit au début, ils sont 67% à placer cette catégorie dans leur préférence, toute catégorie d'âge confondue. Donc voilà, c'est une catégorie en tout cas qu'on va continuer à observer de près. Voilà pour ces chiffres. Merci Arnaud.
Voilà, la présentation des chiffres du baromètre SoWine Dynata se termine. Ça n'était qu'un extrait de l'ensemble des données qu'on a tirées encore cette année de cette analyse. Bien évidemment, et je vous l'ai dit en introduction, alors on va répondre aux questions que vous avez posées tout au long de ce live et aux questions que vous allez encore nous poser. Bien évidemment, vous allez retrouver un certain nombre de données supplémentaires dans nos talks et puis dans la presse spécialisée en particulier. Le baromètre, pour nous, c'est vraiment un outil d'analyse des tendances de consommation sur le monde du vin, du champagne, de la bière et des spiritueux. Vous savez qu'on observe ces tendances de consommation avec grande attention chez SoWine et qu'on partage régulièrement nos observations. On a pu observer cette année encore un certain nombre de nouveautés, en tout cas de questions qui se posent. On a observé la place grandissante de la bière dans le cœur des Français. On a pu observer également rapidement, et on le dévoilera et redétaillera un peu plus tard dans nos autres biais de communication, le détachement des jeunes, de l'attitude des jeunes et des comportements des jeunes et de leurs attentes en matière de consommation, que ce soit dans leurs boissons préférées ou dans leur rapport aux labels environnementaux. On a parlé également du fait que l'achat de vin en ligne semble avoir atteint un plateau, ou encore de l'évolution des goûts en matière de spiritueux. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On va passer aux questions dans quelques secondes. Et juste avant, je me permets de passer aux remerciements rapides. Un grand merci à Sylvain, à Arnaud, à l'équipe technique qui nous a permis d'organiser ce live. Et c'est toujours la même équipe technique qui nous est très fidèle depuis 3 ans. Un grand merci à notre partenaire Dynata qui lui aussi nous est fidèle depuis 2010. Et puis un immense merci à toute l'équipe SoWine qui a travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois sur l'analyse de ses résultats et la préparation de ce live, avec un merci particulier à Estelle qui a piloté ce projet de main de maître.